Bonjour, vidéo numéro 37 sur l'informatique en photo. Le but étant de voir comment on va s'organiser euh, au niveau de son ordinateur pour avoir pour pas avoir de soucis. Voilà. Et cette vidéo est d'autant plus importante que vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas spécialiste en informatique. Parce que quand vous avez acheté votre appareil photo numérique, en plus de gagner le droit de devenir un expert en colorimétrie, un expert en photographie, et tout ça, vous allez en plus gagner l'obligation de passer par l'informatique, puisque un appareil photo numérique sans un ordinateur derrière, ça ne sert à pas grand chose. Donc ça va être une vidéo, j'espère, très courte, parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à dire. Tout est un problème d'organisation pour savoir où sont ces fichiers et dans quel état ils sont. Et on va parler des programmes, mais les programmes, j'en ai déjà parlé dans la vidéo numéro 34, dans la série de vidéos numéro 34. À l'heure actuelle, il n'y a que la 34A qui parle de RAW-thérapie et de Photoshop CS2, qui sont deux logiciels que j'utilise. Ce ne sont pas les seuls, mais qui ont l'avantage tous les deux d'être gratuits. Voilà. Et au début, quand on vient d'acheter son appareil photo, on n'a pas forcément envie, on n'a pas forcément prévu d'acheter un logiciel spécifique pour le traitement des images. Et du coup, on cherche des solutions gratuites parce que voilà, on a déjà dépensé beaucoup de sous et ça va bien. Je parlerai notamment de Capture One, qui lui est un logiciel payant. Donc, un ordinateur, c'est une grosse boîte avec un clavier, un écran, une souris, et puis un disque dur qui est dedans. Alors déjà, ce qui est bien, c'est d'avoir deux disques durs. D'avoir un disque dur système destiné à faire tourner l'operating system, donc le OS, ça s'appelle. Donc c'est alors chez Windows, dans le monde des PC, ça s'appelle Windows. Dans le monde Macintosh, ça change tous les 2 ans, donc je ne sais pas si on est à Sierra Mountain, Snow White, Léopard, machin chose, donc ça a un nom particulier. Et donc avoir un disque pour ça, réservé à ça, c'est pas mal. On peut prendre un disque SSD. SSD, c'est finalement jamais qu'une grosse carte mémoire. C'est plus rapide d'accès, ça fait tourner plus vite les ordinateurs, des choses comme ça, c'est pas mal. Et puis, c'est intéressant d'avoir un deuxième disque dur qui, lui, n'a pas forcément besoin d'être SSD, mais par contre, qu'il est intéressant d'avoir de très grandes capacités. Là, on est en 2019. Au prix actuel, avoir un disque dur de 1 Tera, 2 Tera, 3 Tera n'est pas dispendieux. Et donc, du coup, c'est vous qui voyez. Après, va se poser ces questions de base au début. Va se poser la question, est-ce que je choisis un ordinateur de bureau ou est-ce que je choisis un ordinateur portable? Alors, l'ordinateur portable a un gros inconvénient, c'est que, qu'il soit PC ou Macintosh, et on a aussi un peu le problème avec les écrans plats, c'est que la qualité de la couleur, la qualité de la luminosité dépend de l'inclinaison de l'écran que l'on a. Et donc, c'est quand même très délicat de traiter des photos sur un écran tout venant, sur un écran entre guillemets bas de gamme. Parce que, notamment pour les écrans, vous avez des écrans dits photos, dits d'édition, dits professionnels. Et encore, on peut enfin, des écrans chers, quoi.
qui essaye de gommer cet artefact. Voilà. Et on peut voir des vidéos de tests d'écran, parce qu'il y a une société qui s'appelle BenQ, qui en distribue à beaucoup de youtubeurs, pour expliquer, pour faire la promotion de leurs produits. Et quand on calibre son écran, on va utiliser une sonde de calibration pour calibrer son écran, on va s'apercevoir que l'écran, une fois calibré, la couleur et l'image est bien, enfin quand on a un écran de piètre qualité, la couleur est bien, la luminosité est bien quand on regarde bien en face l'écran, et puis si on s'incline un peu vers le bas ou vers le haut, déjà la luminosité change. Voilà. Alors ça c'est dû pour les écrans plats à la technologie elle-même de l'écran qui utilise, donc c'est des panneaux LCD, des choses comme ça, avec des polarisants, et la polarisation change un peu suivant l'inclinaison, des choses comme ça. Donc en conclusion, un écran plat, ça prend pas de place sur le bureau, mais c'est pas terrible. Alors c'est d'autant plus gênant que des écrans cathodiques, maintenant en neuf, on n'en trouve plus, hein, à ma connaissance. J'ai pas bien écrit mon truc, c'est un épisode que j'ai pas écrit en fait, voilà, c'est en live. Et donc du coup, moi j'ai gardé pendant très très longtemps, tant que j'ai pu, mes écrans cathodiques pour faire mon traitement photo, tout simplement parce que les écrans cathodiques envoient la même luminosité dans toutes les directions. Les écrans cathodiques ne sont pas, c'est pareil, il y avait plusieurs gammes de prix qui dépendaient de comment était l'électronique derrière, et comment ça fonctionnait, et comment était le tube devant, et ainsi de suite. Et notamment l'écran cathodique avait des soucis parce qu'il n'était pas capable de restituer un éventail aussi large de couleurs que ce que pouvait faire l'impression, par exemple. Voilà. Et donc du coup, parce que je vous rappelle, donc on est en système à 3 directions, rouge, vert et bleu. Donc on peut représenter ça suivant 3 axes orthogonaux, puisque quand il n'y a que du rouge, il n'y a pas de vert, il n'y a pas de bleu, et ainsi de suite. Mais vous allez trouver dans les tests d'écran, dans les revues et choses comme ça, une espèce de petits dessins aplatis en forme un peu comme ça, voilà, avec du blanc là. Alors oui, ça passe à l'écran. Là, on va dans le vert, on doit voir le rouge par là et le bleu par là. Ça, en fait, c'est quoi? C'est simplement une représentation aplatie d'un système à 3 axes. Et donc, du coup, vous allez voir dans les tests d'écran, ils vont vous dire, voilà, ça reproduit quelque chose comme ça. Voilà, toute cette zone-là est reproduite par l'écran. Voilà. Et donc, du coup, là, c'est des couleurs qu'il n'est pas capable d'afficher. Voilà. On a ce problème-là avec les écrans cathodiques et avec les écrans plats aussi. C'est ce qu'on appelle le gamut de l'écran. Et bien sûr, plus le gamut est élevé, plus la surface est étendue, plus l'écran est cher. Donc, quel que soit l'argent que l'on va mettre dedans, on va avoir des limitations dans les couleurs. À tel point, c'est que il y a des couleurs qui ne sont non affichables, hein, ce sont celles qui sont autour, et ce problème-là va se retrouver aussi au niveau de l'impression, la sortie photo, et choses comme ça, avec des couleurs non imprimables. Voilà. C'est-à-dire que les pigments et tout ça ont encore des progrès à faire pour pouvoir recréer toutes les couleurs. Donc, le choix entre ordinateur portable ou ordinateur de bureau va être fonction d'abord de ce que vous avez envie, et puis après, éventuellement, d'un choix raisonné. Moi, personnellement, chez moi, j'ai un ordinateur portable d'un niveau de technicité et de qualité qui vous ferait frémir, tellement c'est bas niveau. Hein. C'est un ultra portable que j'ai avec un tout petit écran. C'est un Dell,
je me souviens plus la référence, mais enfin, c'est tout petit, hein, ça tient dans la poche, à la limite, une grosse calculatrice, quoi. Mais sur lequel je peux brancher un écran externe. Et en écran externe, j'ai un deuxième écran donc, qui me permet d'afficher l'image en grand, et voilà. Et donc, malgré le fait que j'ai une toute petite puce, hein, j'ai un Atom, il doit être un beaker quand même, mais c'est un Atom, c'est vraiment un ordinateur de merde, hein, que j'ai. Mais ça ne m'empêche pas de faire tourner Photoshop CS2, Rotherapy ou Capture One. Et je vais vous dire à quel point il est vieux, c'est qu'il est encore en Windows XP. Mais par contre, au boulot, sur lequel je traite aussi mes photos ou des choses comme ça, bon, ben, j'ai plutôt il se trouve que j'ai actuellement encore deux ordinateurs de bureau, parce que je le vaux bien. Non, c'est pas ça. J'ai deux ordinateurs de bureau et j'ai de la puce Xeon. Alors j'ai un 4 coeurs et un 8 coeurs. Et puis donc il y en a un qui est encore avec son écran cathodique parce qu'il a 8 ans. Et puis j'en ai un avec un écran plat de bureau bien, mais pas de photo. Pas un écran spécialisé photo. Et ça fait le job, hein. Effectivement, avoir des disques durs SSD, avoir une puce de course fait que le traitement est beaucoup plus rapide. Voilà, mais bon, vous gagnez du temps, hein. Et puis, de toute façon, vous allez dépenser des euros pour l'acheter. Les euros, hein, c'est les euros que vous gagnez ou que d'autres personnes gagnent. Donc c'est du temps passé à accumuler ces euros-là par le travail. Et donc du coup, le temps que vous ne perdez pas, vous l'avez perdu à amasser l'argent pour acheter un ordinateur de course. De mon point de vue, à investissement égal, il vaut mieux un ordinateur de bureau qu'un ordinateur portable. Voilà. C'est un ordinateur de bureau sera toujours plus performant qu'un ordinateur portable. À prix égal. À prix égal. Après, Macintosh ou PC. Moi, personnellement, j'utilise des PC depuis 1990. Et j'utilise des Macintosh depuis... Alors mon premier Macintosh, personnel, j'ai dû l'avoir il y a 6 ans, un truc comme ça. Et je viens d'en acheter un deuxième pour monter les vidéos. Depuis un an, même pas 6 mois. Voilà. Et dans ma famille, parce que tout le monde a une famille, mon frère, lui, était Apple à mort, hein, puisqu'on a commencé avec un Apple IIe, un Apple IIe, ouais. Et puis lui, il n'a eu de cesse que d'acheter tous les Macintosh qui sortaient les uns après les autres, et choses comme ça. Et bien sûr, donc j'ai un frère et j'ai une sœur, et ma sœur, quand elle a voulu un ordinateur, mon frère lui a dit achète-toi un Macintosh. Voilà. Et donc, moi, après, elle m'appelait en disant comment je fais pour faire ci, pour faire ça, parce que mon frère, lui, était aux abonnés absents. Bon, enfin, bref. Et donc, Macintosh est censé être plus simple, est censé être plus... s'adresser de manière efficace à des gens non compétents en informatique. Et alors que le PC, on vous explique, oh là là, c'est compliqué, il faut tout savoir, choses comme ça. Et en fait, ce que je peux dire de mon expérience de Macintosh, donc le premier Macintosh, je l'ai acheté pour la photo, parce que j'utilisais un boîtier qui avait un programme qui ne fonctionnait que sous Macintosh, donc je n'avais pas le choix. Un appareil photo numérique, son programme n'existait que sous Macintosh. Donc là, ça allait. Ça allait parce que le programme en question ne stockait pas des tonnes et des tonnes de fichiers n'importe où. Voilà. Alors que le logiciel que j'utilise pour faire le montage, qui est Final Cut Pro, lui,
il fait des copies, des sauvegardes, des copies partout. Et donc je me retrouvais, il y a encore quelques mois, à devoir jeter mes vidéos natives parce que je n'ai trouvé aucun bouton expliquant tire la chasse coco et purge tous les fichiers inutiles. Non, il les gardait, des choses comme ça, et il a fallu que je fasse des recherches sur internet, des choses comme ça, pour voir où Final Cut Pro stockait de manière débile des fichiers temporaires de vidéos qui n'étaient plus, qui étaient finalisés. Voilà. Donc, et j'ai cherché dans tous les menus de Final Cut Pro un bouton tire la chasse, quoi, un bouton nettoyage de disques, purge des fichiers temporaires ou des choses comme ça. Voilà. Donc ça m'a beaucoup énervé. Voilà. Bon, il y a des gens qui sont pro Macintosh, qui adorent le Macintosh, qui vont vous expliquer que je suis qu'un gros débile et qui n'est pas capable de résoudre son problème. Alors effectivement, j'ai résolu mon problème. J'ai été voir une vidéo, des choses comme ça, où il y a des fichiers, à chaque fois qu'il effectuait un rendu, il créait un fichier. Donc quand vous aviez une vidéo qui fait 4 Go et 8 Go, un octet, c'est à peu près ça, et bien il vous crée une copie de 4 ou 8 Go. Donc même si vous avez un disque dur de 500 Go, c'est ce que j'ai, il était full, il était saturé. Donc voilà. Donc, alors, Macintosh ou PC, je vais vous dire, si vous en êtes à acheter votre ordinateur, votre premier ordinateur, achetez-le en fonction des gens qui vous entourent et qui sont susceptibles de vous aider. Parce que grosso modo, tous les programmes existent dans toutes les plateformes. Donc, que ce soit Photoshop CS2, on va le trouver en Macintosh ou on va le trouver en PC et ça devrait le faire. De mon expérience personnelle, j'ai quand même eu qu'une fois un souci d'un logiciel très ancien qui ne s'est pas installé. Un logiciel très ancien qui datait de Windows 95 ou un truc comme ça, et il n'a pas voulu s'installer sous Windows 7. Parce qu'il a dit, non, Coco, ton Windows n'est pas assez récent. Ben non, il est tellement récent que tu ne le connais pas. Et donc, je ne veux pas m'installer, des choses comme ça. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a fait découvrir Rothérapie, puisque j'ai cherché donc un logiciel qui était capable d'ouvrir les fichiers natifs de mon appareil photo spécifique, et du coup, appareil photo numérique bien sûr, et du coup, Rothérapie les ouvre, donc c'est bon, j'utilise plus le logiciel de chez Kodak, mais j'utilise maintenant Rothérapie pour ouvrir mes fichiers de mon Kodak. C'est le Kodak DCS 760. Donc, si vous cherchez le problème de programme pour Kodak DCS 760, Rothérapie les ouvre. On revient à nos moutons. Donc, du coup, alors que dans le monde Macintosh, Macintosh est dans un business plan où, grosso modo, on change d'operating system tous les 2 ans et les programmes deviennent incompatibles tous les 3 OS systèmes. C'est fait de manière trop systématique pour que ça ne soit pas fait de manière volontaire. Donc après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez payer 2 fois le prix pour avoir un Macintosh, achetez un Macintosh. Personnellement, Macintosh, moi je les ai achetés d'occasion et je les garde dans le système qui fait tourner mes programmes parce que j'ai pas envie ou je n'ai pas la possibilité d'avoir un programme mis à jour quand votre appareil photo numérique commence à avoir 6 ans, 10 ans, le fabricant il ne maintient pas le logiciel à jour. Donc il y a un moment donné où, par un problème de changement de standard, d'operating system, d'ordinateur, choses comme ça, eh bien vous allez vous retrouver avec un appareil photo devenu obsolète. Voilà, devenu obsolète que l'on ne peut plus faire tourner. Sauf à avoir, bien sûr, une machine en état de l'époque. Alors que dans le monde PC, j'ai beaucoup moins ce souci. Voilà. L'obsolescence programmée dans le monde PC, c'est plutôt 10 ou 15 ans que 6 ans. Voilà. Et puis à prix égal, vous avez un PC de course pour le prix d'un Macintosh de base. Hein. Si vous comparez le prix d'un portable Macintosh de base
avec un PC de bureau. Vous avez donc un Macintosh de base, c'est 1000 à 1500 euros. Là, vous allez être avec une bécane de course, quoi. Voilà. De mon expérience personnelle, ce qui est intéressant, c'est pas forcément. Ce qui est intéressant dans un ordinateur pour la photo, c'est d'avoir des gros disques durs de stockage. C'est d'avoir éventuellement du multicœur, parce que notamment Photoshop, même Photoshop CS2 exploite le multicœur quand il fait les calculs de rendu et de choses comme ça. La mémoire vive, par contre, va vous permettre éventuellement d'ouvrir plein de photos en même temps. Voilà. Sachant que ça dépend de l'operating system et ça dépend du logiciel. Voilà. Par exemple, moi en configuration au boulot, j'ai 4 cœurs et 8 cœurs. J'ai 32 gigaoctets de mémoire vive sur les deux et j'ai une architecture SSD sur le 8 cœurs et j'ai une architecture disque dur normal sur le 4 cœurs. Alors le 4 cœurs est un Xeon et le 8 cœurs doit être un Xeon aussi. À moins que ce soit un i7, je suis pas sûr. Non, je crois que c'est un Xeon. Mais bon, quand vous utilisez le logiciel de photo, il va fonctionner sur un seul cœur. Il n'y a que quand vous allez lancer le traitement que la partie calcul va pouvoir être parallélisée sur les 8 cœurs. Voilà. Donc payer une puce chère pour ne va vous faire genre un i7 4 cœurs ou un i7 8 cœurs ou choses comme ça ne va pas forcément être palpable comme investissement. Oui, on ne va pas forcément voir tout de suite le truc parce que bon, si vous êtes photographe amateur, bon, que vous passiez une demi-heure à traiter une soixantaine de photos, à traiter, je veux dire, quand on appuie sur du bouton, quand on clique avec la souris pour dire traite la photo pour en faire un TIFF à la fin, c'est un épiphénomène et voilà quoi, c'est pas forcément de l'argent bien investi. Voilà. Par contre, avoir 2 à 4 gigas par cœur de mémoire vive, ça c'est pas mal, ça c'est intéressant. Ça, voilà. Donc vaudrait mieux un 2 cœurs ou un 4 cœurs avec 4 gigas de mémoire vive par cœur que d'avoir un 8 cœurs et seulement 1 giga de mémoire vive par cœur. Ça c'est valable pour Macintosh et pour PC. Les programmes, donc au début vous allez rechercher des programmes gratuits et puis parce que vous pourrez éventuellement en utiliser et puis vous allez avoir aussi des programmes payants qui peut-être vont vous permettre de faire des choses que vous voyez sur YouTube ou des choses comme ça que vous ne saurez pas faire avec votre programme gratuit. Voilà. Donc moi je vous ai conseillé Photoshop CS2 et Rothérapie dans la vidéo 34A parce que Rothérapie me semble très très complet, c'est-à-dire que moi j'utilise que quelques fonctions très très basiques. Et Photoshop CS2, bien sûr, est très très en retard par rapport au Photoshop actuel, puisqu'on doit être à l'équivalent de ce qui serait le CS7 ou CS8, hein, même s'il ne s'appelle plus Creative Solutions 7 ou 8, si on s'est arrêté dans la numérotation à CS6. Et donc, mais il y a eu des versions depuis, et donc si on avait suivi la progression des numérotations d'année en année, choses comme ça équivaudrait peut-être à la 7 ou à la 8. Mais finalement, il y a beaucoup de choses de traitement de base que fait déjà Photoshop CS2. Et donc,
il y a des nouveautés qu'on va voir, comme par exemple la réduction du voile. Oui, ça, Photoshop CS2 ne l'a pas. Mais bon. Donc les programmes, bon, on va prendre ce que l'on trouve, ce que l'on peut acheter, ce que l'on peut avoir de manière licite ou illicite, et pour travailler dans un environnement. Vous travaillez dans un environnement où l'environnement, ben, c'est vous, c'est votre appareil photo, et puis c'est ce que vous faites de vos fichiers après, c'est les forums, c'est Flickr, c'est Instagram, c'est YouTube, c'est et puis c'est aussi les laboratoires, des choses comme ça. Voilà. Alors bon, j'ai pas de grande expérience dans la sortie photo, la sortie de photos, l'impression de photos, parce que j'imprime essentiellement pour moi, chez moi, sur mon imprimante, et ça s'arrête là. Enfin, même pas mon imprimante, j'imprime au boulot, sur l'imprimante du boulot, pour mettre les photos sur les murs du boulot, pour éviter d'avoir des affichages bizarres qui rappellent le boulot. Bon, enfin bref. Donc du coup, il n'y a pas réellement de risque ou de danger à utiliser un programme d'origine douteuse, illicite, déplombé, quoi, voilà. Faites comme vous voulez en fonction de ce qu'on vous propose. L'avantage quand on achète un programme, c'est qu'on peut avoir accès à l'outline, on peut avoir accès à l'aide du fabricant, des choses comme ça si on a des problèmes. Moi j'ai acheté Capture One et j'ai eu des problèmes et j'ai pu me loguer créer un compte chez le fabricant, poser ma question et avoir une réponse à ma question. Voilà. Donc c'est pas comme les programmes professionnels que j'utilise pour le boulot où là j'ai un numéro de téléphone et puis je peux engueuler le mec en direct pour lui dire ça marche pas ton truc, quand je clique ça marche pas. Voilà. Mais là, bon, il y a par système de messagerie, de choses comme ça, on explique bien son problème et puis ils vous répondent et puis c'est pas mal. Donc acheter un programme offre quand même cette possibilité-là. Après, les programmes gratuits, on va vous renvoyer, comme les programmes gratuits reposent sur le bénévolat, des gens qui participent à leur développement et des choses comme ça, il n'y a pas bien sûr toute cette structure pour vous aider, des choses comme ça, et donc on va vous envoyer vers des forums, des chats ou des choses comme ça, où vous allez chercher, où des gens répondent quand ils en ont envie, s'ils en ont envie, et des choses comme ça. Voilà à peu près tout ce qu'on peut dire sur les programmes. Bien sûr, les programmes, que ce soit sur PC ou sur Macintosh, moi, dans mon travail et chez moi, je considère deux types de programmes. Il y a deux types de programmes. Il y a les programmes importants pour moi et les programmes importants pour la machine. Et donc, par exemple, quand j'installe comment ça s'appelle, un antivirus, c'est un programme pour l'ordinateur. C'est pour me protéger moi, on est d'accord, mais c'est un programme pour l'ordinateur. Donc quand j'installe un antivirus, je le laisse faire, je le laisse s'installer où il veut, comme il veut, je laisse tomber. Et donc là on attaque en fait la première ligne qui est l'organisation. Je le laisse installer où il veut, comme il veut, parce que rien à foutre. Quand je vais installer la nouvelle version, il saura retrouver ses petits, ainsi de suite, et voilà. Alors que quand j'installe un programme pour moi, un programme, par exemple un programme de photo, des choses comme ça, je ne le laisse pas s'installer où il veut. Je l'installe à un endroit précis que je choisis moi. Et donc, c'est là où il faut le plus tôt possible, et là quand je dis le plus tôt possible, c'est dès ce soir, pour ceux qui voient la vidéo la première fois et qui ont déjà des ordinateurs, il faut organiser son disque dur de façon à séparer ce qui est facilement réparable, renouvelable, des choses comme ça, de ce qui est important de sauvegarder. Et donc, il va falloir ranger son disque dur de façon à pouvoir retrouver facilement ces fichiers et savoir exactement où ils sont, parce que ça va être important pour la sauvegarde. Parce que l'ordinateur, quel que soit son prix, est un appareil complexe qui a de fortes possibilités de tomber en panne.
juste tomber en panne, simplement tomber en panne. Voilà. Et on peut s'ajouter après les problèmes de vol, puisque c'est un objet qui se revend facilement, et d'incendie. Voilà. Donc ça va être dans la sauvegarde. Et pour pouvoir faire sa sauvegarde de façon sereine, il faut la faire vous-même et non pas la confier à un logiciel de sauvegarde. Alors, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'au boulot, on a des logiciels de sauvegarde qui sont installés, des choses comme ça, et puis donc on installe ça au niveau du laboratoire, et puis ça fonctionne, on est content, tout le monde est content, ouais, la sauvegarde ça marche super bien, jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui a une machine qui plante, et on s'aperçoit que en fait, le logiciel de sauvegarde ne fonctionnait pas correctement parce que le logiciel de sauvegarde n'était pas capable de sauvegarder un programme que vous étiez en train d'utiliser. Donc dans mon laboratoire, les gens arrivent le matin, allument l'ordinateur, commencent à travailler, vont à la pause déjeuner à midi, on programme le logiciel de sauvegarde pour fonctionner entre midi et 2, on revient, la sauvegarde est finie, on est content. Bah oui, mais tous les programmes que l'on a ouverts et que l'on a laissés ouverts ne sont pas sauvegardés. Et notamment le logiciel de messagerie, par exemple. Ne jamais négliger l'importance de sauvegarder sa messagerie. Moi, j'ai déjà eu des crashs disques durs sévères, c'est-à-dire qu'on ne récupère rien, le disque dur ne redémarre pas, il ne redémarre pas, on a beau taper dessus, on a beau le chauffer, on a beau le refroidir, rien n'y fait. Et bien, tous les mails de travail, de boulot, de tout, qui sont perdus, qui ne sont pas récupérables et qui sont perdus à jamais. Voilà. Ça, c'est pénalisant. Et en photo, c'est pareil. Si vous perdez les photos du baptême, vous perdez les photos du baptême. Vous ne les retrouverez pas. Vous ne pourrez pas refaire le baptême, et ainsi de suite. Donc, c'est important de bien gérer sa sauvegarde. Et gérer sa sauvegarde, c'est pas bien compliqué. Je vais vous expliquer comment faire. Mais c'est d'autant plus simple à faire qu'on a un disque dur bien rangé. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est tous les logiciels type Rotherapy, Photoshop, Capture One, tout ça, vous les installez sous la racine du disque dur C, enfin du disque dur principal. Voilà. Comme est installé Windows ou comme ça. Donc à la limite, un disque dur qui serait bien rangé en PC, vous auriez des trucs du genre programme data ou programme file x86, Windows, un directory avec votre nom à vous, DD du 15e, POF par exemple, et puis Photoshop, Capture One, par exemple, Photoshop Aérotherapie. Et vous auriez que ça. Voilà, parce que programme file et programme file x86, ce sont des directories Windows. Et puis Windows, c'est Windows, par exemple. Et puis voilà, donc dans DD du 15e, vous mettez tous vos fichiers, choses comme ça qui vous intéressent. Vos films DivX, vos photos, vos vidéos, vos scans des impôts et ainsi de suite. Voilà. Tout ce que vous avez à sauvegarder, vous le mettez dans une arborescence où la tête de l'arborescence, c'est votre nom. Et là, vous savez que vous avez tout qui est bien rangé. Parce que finalement, un disque dur, ça se range comme une bibliothèque. Au début, vous mettez les livres les uns à côté des autres parce que vous n'y avez que 3, 4 livres, puis 5 livres, puis 10 livres, puis 50 livres. Et puis là, quand vous commencez à avoir 50 livres, vous vous dites, bah tiens, je vais mettre tous mes Harry Potter côte-côte, et pas dans l'ordre d'achat, je vais les mettre côte-côte du 1er au 8e. Voilà, c'est ça le début du rangement. Parce que vous pourriez très bien mettre une étiquette au dos du livre en fonction de quand vous l'avez acheté, et puis vous stockez ça à la suite. Voilà. Donc c'est un rangement, on ne peut plus simple, qui est un rangement raisonné, voilà, qui est fait suivant une certaine raison.
Et donc du coup, c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Pour la photographie, on pourrait faire un rangement par thème. Photos de vacances, photos de famille, paysage, street photo, photo de nuit. C'est une possibilité. On peut aussi se dire que on va les ranger par ordre chronologique. Donc au fur et à mesure que les livres arrivent, on les range derrière, parce que quand vous faites une sortie un week-end, vous le faites en famille, vous commencez par faire un peu de photos de rue en vous baladant, quand le gamin mange une glace, c'est une photo de famille, quand vous rentrez, parce que vous faites le touriste, vous rentrez dans l'église, c'est une photo d'église, et puis quand vous sortez du restaurant à 8h du soir, c'est une photo de nuit. Alors est-ce que j'éclate ma photo de la journée, ma série de photos de la journée en plusieurs endroits, ou est-ce que je les garde en disant, voilà, ce que je recherche, c'est, la photo quand on était à Florence en 88, voilà, c'est quand le gamin bouffait une glace, donc vous vous souvenez que c'est celle-là, vous vous souvenez de cette photo-là, vous vous souvenez de quand c'était pris, et vous savez quand vous l'aurez... Et donc finalement, ce sera facile à retrouver en faisant un bête classement séquentiel par date. Voilà. De le même principe, de façon à être sûr, pour être sûr de retrouver un fichier, il faut en effacer aucun. Si vous prenez l'habitude de ne jamais, jamais, jamais effacer une photo, moi je garde des photos où il y a encore le bouchon, donc une photo toute noire ou prise avec le bouchon. Parce que comme systématiquement je ne jette aucune photo, je sais que si je recherche une photo, je dois la trouver. Parce que je sais qu'elle existe, parce que je ne l'ai jamais, jamais, jamais effacée. Et donc du coup, vous allez conserver, alors au début je vous ai conseillé de faire du RAW plus JPEG, donc c'est une chose que vous pouvez continuer tant que vous avez utilité du JPEG. À partir du moment où vous n'avez plus utilité du JPEG, parce que finalement traiter les RAW ça va très vite et ça va très bien, et bien vous pouvez arrêter de programmer votre appareil photo pour faire du RAW plus JPEG et faire uniquement du RAW. Je vais dire du JPEG, non, faire uniquement du RAW. Il y a des gens qui vont vous expliquer sur YouTube que est-ce qu'on a réellement besoin du RAW maintenant que les JPEG sont d'une telle qualité. Bah oui mon coco, tu as toujours besoin du RAW parce que c'est... est-ce que tu... j'ai connu des gens qui jetaient les négatifs parce qu'ils avaient les tirages 9-13. Voilà. Pour moi ça relève de la psychiatrie, cette attitude-là. Voilà. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est je crée un sous-directory quand je vais... alors c'est pareil, quand je vide ma carte avec l'operating system de l'ordinateur et pas avec le logiciel photo. Hein, ça c'est important, c'est-à-dire que c'est pas Lightroom qui vide ma carte, c'est pas Capture One qui vide ma carte, c'est moi qui copie ma carte à l'endroit où je veux, et après je vais dire au logiciel, tu m'ouvres ces photos-là. Ça a l'air rien comme ça, mais ça change la vie. Donc du coup, moi je copie ma carte sur mon disque dur, à l'endroit où je veux. Donc les appareils, il y a un directory qui s'appelle DSIM, hein, donc je copie le DSIM à l'endroit où je veux, ou l'AICA 101 ou l'AICA 102 ou des choses comme ça. Je le copie à l'endroit où je veux, et après je vais dans mon file system, où je retrouve très rapidement le directory que je viens de copier, parce que la fenêtre est encore ouverte, et puis je le renomme. Alors je le renomme, moi je mets 6 chiffres, donc je mets année, mois, jour, et le tiret du 6, pas le tiret du 8, et puis je marque ce que c'est. Sortie Montmartre, anniversaire Tata Ginette, des choses comme ça. Voilà. Et je marque ce que c'est. Voilà. Et quand je fais des tests d'objectifs ou des choses comme ça, où je marque carrément le nom de l'objectif que j'ai utilisé spécifiquement pour ça, et ainsi de suite. Et donc dedans, je vais avoir tous mes fichiers RAW. Et dans ce directory, je vais créer
un directory que je vais appeler TIFF, dans lequel je vais mettre tous les TIFF que je vais créer avec mon logiciel d'érotisation, et un directory que je vais appeler Flickr, dans lequel je vais mettre tous les JPEG destinés à être publiés sur Flickr. Et dans ce directory Flickr, je fais un troisième directory qui est web, qui me sert à faire les imagettes de faible résolution pour mettre sur les forums. Alors, si j'avais Instagram, je mettrais sur Instagram, ou sur Facebook, si je mettais sur Facebook. Moi, je vais sur des forums photos comme Nikon Passion ou Similux, où on est limité à 800 pixels de large. Voilà. Mais 800 pixels de large, je trouve que sur Flickr, ça fait petit, et surtout, ça bouffe la qualité des images d'une manière... Enfin bon, les photos sont dégueulasses. Donc voilà. Donc j'ai cette arborescence où j'ai mon nom pour dire c'est mon fichier à moi, il n'y a que moi qui ai accès. Donc c'est celui-là que je peux sauvegarder en bloc, et ainsi de suite. Et puis à la fin de l'année, je fais un directory, donc là 180 000, 1, 8 et puis 4 0 derrière, et dans lequel je mets tous les directories de l'année 2018. Ils sont dedans, ils sont déplacés, et ainsi de suite. Donc quand je recherche des photos, ça m'arrive parfois parce que je me dis, ah bah tiens, il faudrait que je retrouve la photo que j'ai faite, la photo de fleurs que j'ai fait à telle sortie, ou chose comme ça. Et bien, je vais fouiller dans mon bazar. Alors tant que j'ai de la place sur mes disques durs, je garde les TIFF, les Flickr et les web. Et puis quand j'ai pas de place sur mon disque dur, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, et ben j'ai viré les TIFF et les Flickr et les web, parce que c'est des choses que je peux refaire. Les web, ils sont déjà publiés, donc à la limite les garder à quoi bon, sauf pour pouvoir le reposter ailleurs sans avoir à faire un lien et ainsi de suite. Voilà, donc tout dépend de l'utilisation, mais ce sont des fichiers qu'on peut refaire facilement. Les RAW, si on les perd les RAW, on peut peu refaire les TIFF, vous voyez ce que je veux dire. Et si vous avez gardé votre JPEG, bah avec votre JPEG, vous pouvez... Il est très déconseillé de faire du traitement à partir de JPEG, parce que le JPEG, c'est un mode de compression qui va, à chaque fois que vous allez cliquer sur le enregistrer, il va recalculer la compression de l'image, et il va donc petit à petit altérer les détails. Voilà. Et à la fin, vous obtenez une image dégueulasse. Alors, la technologie de compression et tout ça, des JPEG, s'améliore. Et donc, du coup, il y a des gens qui vont vous dire sur YouTube, ah tiens, finalement, le JPEG, c'est bien, à quoi on s'ennuie avec du RAW. Mais personnellement, je vois pas l'intérêt. Enfin, je vois pas l'intérêt. Vous avez votre RAW, c'est un fichier qui est somme toute raisonnable en taille, et qui offre... Excuse-moi. C'est un fichier qui est raisonnable en taille, et qui offre le maximum de potentiel. Donc pourquoi ne pas en profiter? Donc, on a vu que finalement, ranger son disque dur de manière raisonnée n'est pas compliqué. N'est pas compliqué du tout. Donc, utiliser la fonction de catalogage des logiciels est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Alors, d'abord, je n'ai pas utilisé Lightroom. Je n'utilise pas Lightroom. Au jour d'aujourd'hui, je n'utilise pas Lightroom. La fonction de catalogage, c'est un truc que j'ai découvert avec Capture One 9 et 10. Et comment dire, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal avec. Et finalement, je comprends les interventions qu'on avait sur les forums, du genre ah mais j'ai perdu mon catalogue dans Lightroom, ah mais je retrouve plus mes photos, et ainsi de suite. Donc, à un tel point, c'est que bon, j'ai acheté Capture One numéro 10, mais je continue à utiliser beaucoup Capture One numéro 6, 645, parce que je me suis
Quand j'ai acheté, je suis passé à la version 645, puis après j'ai acheté la version 9. La version 9, je l'ai installée 2 fois, 3 fois, mais il y avait un bouton qui apparaissait pas, donc je me dis ça marche pas, et effectivement ça marchait pas. Et puis après j'ai acheté l'upgrade vers Capture One Disk, qui m'a, tout d'un coup, le fichier importé, le bouton importé apparaissait. Et donc voilà. C'est aussi l'inconvénient d'avoir un ordinateur tout petit. C'est que avec le tout petit écran, le bouton importé, il apparaissait pas. Il n'était pas accessible. Donc du coup, le catalogage va ranger vos photos à des endroits, vous ne savez pas où. Quand vous faites importer le bazar, si vous laissez faire le logiciel, il va vous installer ça dans son arborescence à lui, qui est lui-même dans l'arborescence de Windows, de Macintosh, et ainsi de suite. Et donc du coup, c'est très très difficile quand on veut libérer de la place, typique mes avatars avec Final Cut Pro, et quand on veut libérer de la place, ou quand on veut, ne serait-ce que ça, retrouver des photos. Et puis, des fois, les fichiers se corrompent de manière spontanée. Actuellement, bon là je suis irradié par le soleil, parce que j'ai tiré mon rideau, mais pas assez. Moi donc je fais de la CAO, j'ouvre un projet en cours, et puis tout d'un coup il me dit je ne trouve pas la pièce 247. Et je vais dans l'arborescence, effectivement la pièce 247 elle n'y est pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le disque dur a dû prendre un rayon cosmique, qui a tapé le disque dur à l'endroit où il ne fallait pas, qui a rendu le fichier 247 inaccessible, parce que ça a changé un bit en 0 ou en 1. Maintenant c'est gravé. C'est enregistré tellement fin sur les disques durs que ce qu'on appelle un rayonnement cosmique, c'est un rayonnement, c'est un électron rapide, c'est un rayonnement bêta, ça va à 1/10 de la vitesse de la lumière, c'est hyper énergétique, ça traverse tout, et tout d'un coup, pouf, ça vous brûle une piste sur un capteur, ça vous brûle un pixel sur un CCD, ça vous brûle une piste sur un microprocesseur, ou ça vous change un bit, pas un octet, un bit, sur un disque dur, ça le fait passer de 0 à 1 très facilement. Et puis du coup, l'operating system, lui, dit ça, non, c'est pas codé correct, comme c'est pas codé correct, je le lis pas, je le retrouve pas, et ainsi de suite. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris mon disque dur de sauvegarde, clac, j'ai été fouillé dans ma dernière sauvegarde, j'ai pris le fichier, je l'ai recopié dans le truc, j'ai redémarré mon Katia, j'ai rouvert mon assemblage, et tout d'un coup, la pièce était là, et ainsi de suite, voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que la perte de fichiers n'est pas forcément liée à des catastrophes naturelles, à des vols, à des incendies, des choses comme ça. Ça peut arriver comme ça, d'un claquement de doigts, parce que vous prenez un rayonnement cosmique. Et des rayonnements cosmiques, on s'en prend en permanence. C'est simplement la densité qui fait que il y en a 20 ou 30 par mètre carré par seconde, et des fois ça n'interagit pas avec la matière, puis des fois ça interagit. Bon, donc toujours est-il que quand vous avez une sauvegarde qui est bien faite, vous n'avez pas de souci. Alors comment faire sa sauvegarde? Alors, j'ai tiré un peu le rideau. Comment faire sa sauvegarde? Alors, on est d'accord, vous avez un ordinateur avec un disque dur. Donc vous avez vos fichiers sur votre disque dur. Et donc la sauvegarde se fait sur des disques durs externes et se fait ad minima en double. Voilà. Donc moi, comment je procède? J'achète le même jour, au même moment, dans la même boutique, 2 disques durs parfaitement identiques.
donc de taille croissante, parce que bon, je ne sauvegarde pas que des photos, hein, je sauvegarde aussi des vidéos, et les vidéos prennent beaucoup de place. Mais donc j'achète 2 disques durs parfaitement identiques, que je nomme disque A, disque B. Et le principe, c'est que je vais avoir un disque dur qui va être chez moi, et je vais avoir un disque dur qui va être au boulot. Parce qu'il se trouve qu'au boulot, je travaille sur un ordinateur, donc quand je fais mes sauvegardes de chez moi, je copie sur le disque A, et puis tous les mois, en moyenne, j'emmène mon disque dur A au boulot, je le branche, et puis je copie du disque dur A sur le disque dur B, de façon à avoir la même sauvegarde sur les disques A et B. Et puis je ramène mon disque dur A à la maison. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'un point de vue MTBF et usure du bazar? Le disque B ne sert quasiment jamais. Alors que le disque dur A, lui, il est branché très souvent, parce que comme je sauvegarde mes vidéos, je les regarde à partir de là, et ainsi de suite. C'est un disque dur externe qui me sert quand même aussi pour autre chose. Et donc, lui, il a un taux d'utilisation, le disque dur A, qui est très important. Et donc, du coup, même si, par malchance, j'ai acheté un disque dur de merde, parce que j'ai pas voulu y mettre cher, ou parce que je suis tombé sur celui qui était mal fabriqué, il va tomber en panne bien avant le disque dur B. Et si je fais mes copies de disque dur A sur B assez régulièrement, au pire, si j'ai le disque dur A qui meurt, le disque dur B n'est pas très vieux du point de vue, n'est pas très en retard du point de vue de la sauvegarde, et tout ce que j'ai sauvegardé sur le A qui n'est pas sur le B est encore sur l'ordinateur. Donc dans ce cas-là, je ramène mon disque dur B à la maison et je copie de l'ordinateur sur le disque dur B. Donc du coup, j'ai mon disque dur B que je sais qu'il est de la merde, puisque le disque dur A est mort, et je rachète rapidement 2 autres disques durs externes, et je vais copier le disque dur B sur les 2 disques durs externes, de façon à avoir 2 copies A et B nouvelles, sur un disque dur neuf, et du coup, le B ira au boulot, et le A ira à la maison. Le système fonctionne tant que on ne vous vole pas à la fois votre ordinateur et votre disque dur A. Il va dire que si on vous vole votre ordinateur et votre disque dur A, vous l'avez dans le baba, et parce que vous ne pourrez jamais récupérer votre retard de synchronisation du disque dur B. Voilà. C'est pour ça que je maintiens au mieux ma synchronisation de disque dur A et B en utilisant une clé USB, où quand j'ai travaillé et que j'ai fini mon dossier photo, et je le copie sur la clé USB, et puis quand j'arrive au boulot, je le mets sur le disque dur B. Mais le disque dur B travaille beaucoup moins que le disque dur A. C'est important de garder cette différence de taux d'utilisation entre le A et le B, de façon à ce que si on a un défaut de fabrication dans le boîtier, le disque dur, l'alimentation, l'interface, que l'on puisse réagir vite. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, moi, une année, j'ai eu 2 disques durs de sauvegarde qui sont morts le même mois. Ils sont morts le même mois, voilà. Donc c'est un problème de conception du boîtier qui fait que ça chauffait trop et le disque dur a cuit. Il est monté trop en température, il n'a pas aimé, et ainsi de suite. Donc ça peut arriver. Et c'est là où je me suis aperçu que c'était intéressant d'acheter non pas un disque dur de temps en temps, mais 2 disques durs en même temps, parce que je me suis dit, c'est peut-être l'alimentation, je vais essayer une autre alimentation, parce que c'était un boîtier avec une alimentation externe, et en fait, oui, les alimentations se ressemblaient, mais ce n'étaient pas les mêmes broches. Donc du coup, je ne pouvais pas croiser les alimentations pour essayer de voir si c'était juste un boîtier à 15 € à changer ou un disque dur à 100 ou 150 € à changer.
C'est pour ça que c'est intéressant d'en avoir 2 identiques, parce qu'on peut croiser les accessoires, on peut croiser les câbles, on peut croiser les alimentations quand il y a une alimentation externe, on peut croiser... voilà, éventuellement, on peut même ouvrir le boîtier pour sortir le disque dur, pour le mettre dans l'autre boîtier, pour voir comment, si c'est un problème de... Parce que dans le boîtier, externe, pour le disque dur, il y a un petit circuit avec un micro-ordinateur à l'intérieur, ou un microcontrôleur, ça s'appelle, qui cause au disque dur et qui pilote le disque dur comme il doit être... enfin, qui transforme... le signal qui vient de l'USB en quelque chose de compréhensible par le disque dur qui est à l'intérieur. Donc, voilà. De même, les disques durs que j'achète, d'autant qu'ils sont gros, je n'utilise pas le logiciel de sauvegarde qui est intégré, je n'utilise pas le logiciel d'encryptage qui est intégré, et choses comme ça. Parce que ces logiciels qui sont fournis gracieusement par Western Digital et LaCie et tout ça, vont rendre le disque dur, donc le composant lui-même, qui est un composant standard d'ordinateur, dépendant du boîtier. Alors que si vous le formatez avec votre ordinateur comme un disque dur interne, votre disque dur, vous le sortez du boîtier, vous le branchez à l'intérieur de l'ordinateur et il fonctionne. Alors que si vous avez utilisé ces logiciels de cryptage, les logiciels de cryptage bien sûr, les logiciels RAID, RAID 1, non, RAID 0, où en fait il a 2 disques miroirs ou choses comme ça, et bien même ces technologies RAID qui sont censées vous protéger de la perte de données, choses comme ça, rendent les disques durs inutilisables indépendamment du boîtier. Et donc du coup, vous mettez un risque d'incompatibilité et un risque de ne pas pouvoir récupérer vos données, vos datas. Je garde ces disques durs externes 2 ans, 3 ans en moyenne. Et puis, de toute façon, en général, ils viennent pleins. Et donc, j'en rachète d'autres. Mais je les garde. Je les garde parce que ça veut dire que, finalement, mes fichiers les plus anciens, donc mes fichiers qui sont le plus susceptibles d'être corrompus par vieillissement sur le support ou choses comme ça, je les ai non plus en 2 exemplaires, mais du coup, je les ai en 4, voire 6 exemplaires. Parce que ça fait longtemps que je fais cette manip-là. Je dois en être à ma 4e génération de disques durs externes. Ça représente de l'argent. Ça représente de l'argent. Alors après, on va dire, oui, Coco, tes photos qui ont 6 ans, est-ce que tu les ressors et choses comme ça? Ben oui, parce que les photos qui ont 6 ans, il y a des gens qui sont morts dessus déjà, et ça, je pourrais pas les refaire. Oui. Donc, on les garde, on va les voir de temps en temps, époque au cimetière, et donc, on ne sait jamais quand on aura envie de revoir une photo d'il y a longtemps. Donc la sauvegarde, alors la sauvegarde ça peut être fait en local, donc par des disques durs externes, ou ça peut être fait, on va vous proposer du cloud. Le cloud, hein, c'est moderne. Alors, le cloud, c'est quoi exactement le cloud? Le cloud, c'est des gens qui ont des fermes de serveurs avec des tonnes de disques durs qui vous proposent de vous louer, moyennant finance, de l'espace disque dur. Donc quand on vous dit, voilà, on va vous donner 1 téraoctet, 2 téraoctets pour 50 €, c'est comme si vous achetiez un disque dur externe de 1 téraoctet, 2 téraoctets de 50 €. À la différence près, c'est que il y a peu de chances que si votre appartement brûle, ce disque dur-là brûle, puisqu'il n'est pas dans votre appartement. Et puis, vous achetez des téraoctets de stockage, vous n'achetez pas des disques durs. Donc, la personne qui vous vend ce service-là assume la gestion de sa baie RAID et paye quelqu'un qui va aller changer le disque dur en panne pour lui en remettre un neuf,
de manière régulière, à chaque fois qu'un disque dur tombe en panne, parce que ça va se reconstituer, et ainsi de suite, parce que votre fichier dans une baie RAID, 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 va être en fait en plusieurs exemplaires. Au moins 2 exemplaires, parfois plus, parce qu'il y a RAID 0, RAID 1, RAID 1.0, qu'on appelle RAID 10, qui est à la fois 1 et 0. Donc c'est à la fois... Alors il y en a un, c'est du miroir, et l'autre, c'est de la partition de fichiers sur disque dur, sur plusieurs disques durs. Et il y a le RAID 5, et puis il y en a certainement d'autres que je ne connais pas. Et voilà. Et donc le principe, grosso modo, c'est que pour avoir 1 téraoctet de stockage, pour avoir 1 téraoctet de stockage, par exemple, et ben, dans un RAID miroir, vous avez 2 Tera de disque physique. Dans un système partitionné, vous avez 3 Tera. Et dans un système à la fois miroir et partitionné, vous avez je sais pas, 4 Tera, 5 Tera, ou choses comme ça, parce que c'est à la fois en double ou en triple, et puis c'est à plusieurs endroits, et ainsi de suite. Mais le système fonctionne très très bien. Quand vous avez un disque dur qui physiquement tombe en panne, vous l'enlevez à chaud, vous en mettez un autre à chaud, et puis la petite puce qui est en tête du boîtier dit « Ah, le disque dur 257 est mort, donc elle est coco ». On reconstitue le 257 et vient de tous les disques durs environnants, les bouts de fichiers qui étaient aussi sur le 257, et vont le recopier et ça va fonctionner. Alors je m'étais interrogé pour acheter un boîtier RAID, et un boîtier RAID au niveau entre guillemets amateur, et donc je me suis intéressé à la chose, et je me suis aperçu que donc j'avais comme problème le boîtier en lui-même. Donc à la limite, acheter, si le boîtier tombe en panne, bah oui, les disques durs sont en bon état, mais le boîtier est mort, bah tu reprends un boîtier et tu en mets dedans. Oui, mais le boîtier, je l'ai acheté il y a 3 ans en Chine, sur Banggood ou Alibaba, ou sur eBay, je le retrouve plus, donc du coup, il faut en acheter 2 dès le départ, pour pallier le problème de le boîtier tombe en panne, l'alimentation du boîtier tombe en panne. Après, tu as du point de vue amateur, du point de vue pas cher, il y avait des disques durs, des boîtiers à 2 disques durs ou des boîtiers à 4 disques durs. Alors là, bon, effectivement, tu aurais pu dire 2 disques durs, c'est amplement suffisant. Ah oui, mais un RAID à 2 disques durs est beaucoup plus fragile qu'un RAID à 4 disques durs. Bon, enfin bref. Et puis après, ces boîtiers RAID, entre guillemets, pas chers, à l'époque, c'était il y a 4-6 ans, nécessitaient d'avoir le même disque dur en remplacement. Et donc du coup, il fallait acheter les disques durs pour remplir le boîtier, et en même temps, merci Emmanuel, et en même temps, les disques durs de remplacement. Donc si tu pars sur un boîtier à 4 disques durs, pour avoir en finale l'équivalent de sauvegarde de 2 disques durs seulement, eh bien tu te dis il faut acheter 2 boîtiers, il faut acheter 4 disques durs, et puis alors 1 ou 2 de remplacement, voire tu te dis bon ben ça va être cher, donc je fais un investissement pour longtemps, j'en reprends 4 de remplacement. Puis tu fais la somme, tu tires ton trait, et tu dis « Waouh, c'est cher ». Et donc finalement, je me suis dit, ben, je vais acheter 2 disques durs identiques, et puis je ferai mon RAID moi-même, je en ferai un qui sert beaucoup, un qui sert peu, et comme ça, si j'ai un souci, voilà. Et donc, et mon système fonctionne très bien depuis, alors je touche du bois, fonctionne très bien depuis des années, et je n'ai aucun souci avec ça. Au boulot, on a un service informatique avec des baies RAID pour sauvegarder les datas.
eh bien, à côté de la baie RAID, dans lequel il y a 10, 20 disques durs, il y a une armoire métallique avec une cinquantaine de disques durs, ou une cinquantaine ou une centaine de disques durs d'avance pour changer le bazar, quoi. Et grosso modo, quand on a fini les disques durs, eh ben, on met tout à la poubelle et on remet une nouvelle baie RAID avec une autre armoire métallique à côté et de nouveau des disques durs. Donc conserver des datas a un coût. Voilà. Ce qui va nous amener dans une autre vidéo où on pourra regarder ce qu'on appelle l'argentique. Hein, c'est une des vidéos qui va arriver après, parce que l'argentique, bon ben voilà, vous avez fait votre négatif, vous avez tiré votre photo, vous l'avez scanné, et puis le négatif, ben, tant qu'il est dans son classeur bien rangé, à l'abri de la lumière et de l'humidité, ben, il se conserve et on a des photos argentiques qui ont 150 ans maintenant et qui n'ont pas coûté très cher à être conservées. Là, pour conserver du data, ça a un coût. Donc le cloud, c'est quoi? C'est un système d'abonnement qui va vous proposer de sauvegarder chez eux vos fichiers à vous. Alors on ne rentre pas dans la paranoïa en disant « Oh là là, ils ont les photos de Tata Ginette en guêpière, qu'est-ce qu'ils vont en faire à la NSA ?» Ben, ils vont bien rigoler, hein, parce qu'ils vont la regarder. Hein. Tata Ginette en guêpière, ça tout le monde la regarde. Mais grosso modo, vos photos, personne n'en a rien à foutre. Hein, donc, faut pas s'inquiéter. Là où vous devez vous inquiéter, c'est que, par exemple, les gens qui utilisent ces services de cloud peuvent ne pas faire des choses légales et amener à la fermeture du cloud. Faire méga upload. Moi, quand je me posais des questions, il y avait un industriel qui s'appelait Mega Upload qui proposait des abonnements premium, machin chose, pour une centaine d'euros. Vous aviez votre abonnement à vie avec stockage illimité, des choses comme ça. Et ouais, super, impeccable, mais il y avait des gens qui stockaient des films de contrebande. Et le FBI est arrivé un matin et a tout bloqué, a tout fermé. Et ceux qui avaient des datas personnelles, des datas dont ils étaient le propriétaire, et bien tout d'un coup, et du jour au lendemain, hein, ça n'a pas prévenu, des choses comme ça, et ils se sont retrouvés le bec dans l'eau, hein, à avoir perdu leur data. Donc, externaliser cette fonction, pour parler correct et management, externaliser la fonction de sauvegarde est une possibilité, mais elle doit aussi être faite en double. Voilà. Après, s'ajoute ce système de sauvegarde, s'ajoute le problème des temps d'accès. Parce que plus vous allez avoir un data important, une quantité importante, plus ça va être délicat, difficile d'accès, parce que tout ça va se faire par Internet. Donc si vous avez un Internet de course, tant mieux, ça va aller si vous avez la fibre. Si vous êtes encore en ADSL ou si vous êtes en 4G, ça risque de vous poser des problèmes pour retrouver rapidement vos datas et des choses comme ça. Donc bon, voilà, ça c'est à vous de choisir. Moi personnellement, je préfère la solution at home avec des disques durs externes, ça marche très très bien, et ainsi de suite. Voilà, ceci va conclure cette vidéo numéro 37 sur l'informatique et la sauvegarde. Dans ce cas-là, soyez éco, hein, comptez vos picaillons, regardez combien vous avez de téraoctets par rapport au nombre d'euros investis, que ce soit dans l'achat de l'ordinateur ou dans l'achat des disques durs externes, des choses comme ça, et gérez votre truc, c'est-à-dire décidez à l'endroit où vous mettez vos fichiers. Et sur ce, au revoir.